Il disait que la simple vue du menu de démarrage lui donnait des frissons, comme si une présence le scrutait de l'autre côté de l'écran. James avait acheté une Wii d'occasion lors d'une vente de garage, principalement pour y jouer avec ses neveux et nièces lorsqu'ils venaient lui rendre visite. La console était en bon état, et avec elle venait un exemplaire de Mario Kart Wii, un jeu qui promettait des heures de rire et de compétition amicale. James n'avait jamais été très superstitieux, mais ce qui allait se passer avec cette console allait changer sa perspective à jamais. La première nuit où il a joué, tout s'est déroulé normalement. Les courses étaient amusantes, et il se remémorait ses souvenirs d'enfance passés à jouer à des jeux de course. Mais dès la deuxième fois qu'il a allumé la console, il a senti quelque chose de différent. Le menu de la Wii semblait légèrement décalé, avec une musique de fond qui résonnait plus lentement, presque comme un disque qui tourne à la mauvaise vitesse. Pensant que c'était une simple erreur de chargement, il a relancé Mario Kart Wii, s'attendant à ce que tout se remette en ordre. Lorsqu'il a commencé une course, il a remarqué que la piste Rainbow Road, normalement éclatante de couleurs, avait des teintes éteintes et ternes, comme si la lumière avait été aspirée. Les personnages de Mario, qui habituellement sourient et font des gestes joyeux, semblaient figés dans des expressions bizarres, presque angoissantes. Luigi, en particulier, avait des yeux creux, comme s'ils étaient dépourvus de vie, et James a juré qu'il le fixait, même lorsque son kart passait à toute vitesse. Une fois la course terminée, au lieu de la musique victorieuse habituelle, un silence oppressant s'est installé, seulement interrompu par un grésillement faible venant de ses haut-parleurs. James a secoué la tête, pensant que le jeu avait simplement des fichiers corrompus. Mais les choses ne faisaient que commencer. Une nuit, après avoir laissé la console en veille, il a été réveillé par un son étrange. C'était la musique d'ouverture de Mario Kart Wii, mais jouée de manière distordue, et elle résonnait depuis le salon. Confus et légèrement effrayé, il s'est levé pour vérifier, seulement pour découvrir que la console s'était allumée toute seule. L'écran affichait l'icône de Mario Kart, mais le visage de Mario était différent. Ses yeux étaient entièrement noirs, et son sourire semblait tordu, comme un rictus malveillant. Il a éteint la console, pensant que cela suffirait. Mais les événements étranges se sont intensifiés. Une autre nuit, alors qu'il jouait une course en solo sur la piste de la baie Sheep, il a remarqué que des silhouettes apparaissaient brièvement sous l'eau, comme des ombres qui nageaient, observant le joueur. Ces ombres n'étaient pas des personnages ou des éléments du jeu, elles semblaient presque humaines, des figures indistinctes qui flottaient dans l'obscurité aquatique. James a ressenti un frisson, mais il a continué, essayant de rationaliser ce qu'il voyait. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quelques jours plus tard. James jouait en mode multijoueur avec des amis, espérant que leur présence chasserait les sensations étranges qu'il avait ressenties. Mais pendant une course sur la piste Château de Bowser, tous les karts se sont soudainement arrêtés, et l'écran s'est figé. Une voix déformée a résonné, un murmure grave et inintelligible qui semblait sortir de la télévision. Puis, un message a clignoté à l'écran, écrit en lettres rouges sanglantes. « Pourquoi es-tu revenu ?» Les amis de James, terrifiés, ont lâché leurs manettes, et personne n'a su quoi dire. James a tenté de se débarrasser de la console. Il l'a remise en vente, mais chaque fois que quelqu'un venait l'acheter, un incident se produisait, la console ne s'allumait pas, ou l'écran affichait des images glitchées, comme si elle refusait de quitter la maison. Finalement, il a décidé de la ranger dans un placard, mais il dit encore entendre parfois, en pleine nuit, le son du menu de Mario Kart qui s'active tout seul, suivi de rires sinistres qui résonnent dans l'appartement. Depuis, James n'a plus jamais joué à un jeu de la série Mario Kart, et ses amis évitent même de parler de cette expérience. Pour ceux qui ont entendu cette histoire, la console maudite reste un mystère, un objet hanté qui semble bien plus qu'une simple machine défectueuse. Les rumeurs continuent de circuler, certains prétendant que des consoles hantées comme celle-ci existent un peu partout, attendant de piéger leurs prochains propriétaires dans des cauchemars numériques dont il est impossible de s'échapper. C'était en 1996, l'année où Pokémon Rouge et Bleu a été lancé au Japon, marquant le début d'une véritable révolution dans le monde des jeux vidéo. Les enfants, tout autour du pays,
étaient captivés par l'idée de capturer et de collectionner ces créatures fantastiques, plongées dans le monde coloré et enchanteur de Kanto. Mais malgré toute la joie et l'excitation, une histoire étrange et inquiétante a commencé à circuler, liée à une ville bien particulière, Lavender Town. Lavender Town, dans le jeu, est un endroit sombre et lugubre. Elle est connue pour sa tour remplie de tombes de Pokémon, et l'ambiance y est à la fois sinistre et mélancolique. Ce qui rendait cet endroit encore plus sinistre, c'était la musique de fond. Une mélodie étrange, composée de sons aigus et de tonalités discordantes, qui semblait s'insinuer dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Les enfants rapportaient que cette musique les rendait nerveux, les plongeait dans un état de malaise profond, comme si quelque chose n'allait vraiment pas. Puis, les choses ont pris une tournure encore plus sombre. Des parents et des enseignants ont commencé à remarquer des changements inquiétants chez certains enfants. Des gamins qui avaient joué à Pokémon de manière obsessive devenaient soudainement apathiques, perdus dans leurs pensées. D'autres semblaient perturbés, développant de soudains accès de peur irrationnelle, refusant de parler de leurs expériences avec Lavender Town. Les rumeurs se sont amplifiées, on disait que certains enfants avaient été tellement affectés par la musique de cette ville qu'ils étaient tombés dans une dépression sévère, avec des cas signalés de comportements autodestructeurs. Une histoire particulièrement glaçante est celle de Hiroshi, un garçon de 12 ans, passionné de Pokémon, qui avait passé des jours à explorer chaque recoin du jeu. Quand il a atteint Lavender Town, ses parents ont remarqué qu'il semblait différent, comme si un voile sombre s'était abattu sur lui. Une nuit, Hiroshi s'est réveillé en hurlant, racontant à sa mère que des esprits de Pokémon lui parlaient, le suppliant de venir les rejoindre. Sa mère, déconcertée et inquiète, l'a emmené consulter un médecin, mais rien n'a semblé dissiper l'angoisse de l'enfant. Quelques jours plus tard, Hiroshi a été trouvé inconscient, ayant tenté de s'enfuir dans un sommeil permanent, selon les autorités. Des médecins ont commencé à examiner la situation de plus près, et une théorie étrange a émergé. Les sons de la musique de Lavender Town, avec leurs fréquences aiguës, auraient eu des effets subliminaux sur les jeunes cerveaux encore en développement. Ces sons, inaudibles pour les adultes, auraient provoqué des migraines, des troubles de l'humeur et des hallucinations. La société créatrice de Pokémon, Game Freak, a rapidement agi. Une mise à jour a été discrètement faite, ajustant la musique dans les versions suivantes du jeu, mais l'histoire avait déjà pris des proportions quasi mythiques. Les discussions autour de cette affaire ne se sont jamais vraiment calmées. Des témoignages de personnes qui ont joué à cette version d'origine circulent encore sur Internet. Certains racontent qu'ils ressentent toujours un frisson glacial en entendant les premières notes de la musique de Lavender Town, comme si cette mélodie renfermait un secret sinistre qui refuse d'être oublié. Pour d'autres, la ville reste une légende urbaine, une part sombre de l'enfance qui persiste à hanter les souvenirs, rappelant que même les jeux les plus innocents peuvent parfois cacher des ombres menaçantes. En 2005, World of Warcraft, le célèbre jeu en ligne massivement multijoueur, a été témoin d'un événement inattendu qui a semé la panique dans tout son monde virtuel. Cela a commencé innocemment, avec une mise à jour de contenu qui ajoutait un nouveau boss de raid, Akar l'écorcheur d'âme, le dieu sanglant des trolls. Ce boss possédait une attaque redoutable appelée Sang corrompu, un sort de maladie qui infectait les joueurs, drainait leur santé et se propageait à ceux qui se tenaient trop près. Le sort devait disparaître dès que le joueur quittait le combat ou mourait, mais les choses ont pris une tournure inattendue. Un jour, des joueurs qui avaient affronté Akar sont sortis de la zone de raid, ramenant accidentellement la maladie avec eux dans les grandes villes virtuelles comme Orgrimmar et Hurlevent. Personne ne savait que les animaux de compagnie et les invocations des joueurs, qui avaient été exposés à la maladie, pouvaient continuer à la propager. En quelques heures, ce qui devait être une simple mécanique de boss s'est transformé en une épidémie incontrôlable. Les places de marché virtuelles, d'habitude bondées de joueurs qui commerçaient et se regroupaient pour des quêtes, sont devenues des cimetières numériques. Des personnages, surtout ceux de bas niveau, tombaient les uns après les autres, incapables de résister à la maladie qui les tuait en quelques secondes. Ceux qui étaient immunisés ou avaient suffisamment de santé pour survivre se retrouvaient à fuir les zones touchées, cherchant refuge dans des villages reculés ou dans les régions sauvages de l'univers du jeu. Les soigneurs s'organisaient en groupe pour tenter de contenir la contagion, mais chaque tentative de rétablir l'ordre échouait face à l'ampleur de la propagation. World of Warcraft s'était transformé en une zone de guerre biologique,
et le chaos était total. Des joueurs ont rapporté des scènes qu'ils n'oublieront jamais. À Orgrimmar, des cadavres s'entassaient dans les rues, et certains joueurs, par curiosité ou par défi, s'aventuraient dans la ville pour observer ce fléau. Les développeurs de Blizzard, pris de court, ont essayé de résoudre le problème, mais la propagation de la maladie se comportait d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. Ils ont même tenté de mettre en quarantaine les zones infectées, mais cela n'a fait qu'alimenter le sentiment de panique et de désespoir. Le phénomène a pris une telle ampleur que des épidémiologistes ont commencé à s'intéresser à l'événement, le comparant à une simulation involontaire de crise sanitaire. Le comportement des joueurs dans ce contexte de panique imitait étrangement celui des humains lors de véritables épidémies. Certains fuyaient les zones infectées, d'autres prenaient des risques inconsidérés, tandis que des guérisseurs virtuels essayaient désespérément de sauver les autres. Après plusieurs jours de ce chaos numérique, Blizzard a été contraint de réinitialiser les serveurs pour éradiquer définitivement le sang corrompu. Cet incident est entré dans l'histoire comme l'un des événements les plus mémorables et troublants de World of Warcraft. Pour beaucoup, c'était plus qu'un simple bug, c'était une démonstration de la manière dont un monde virtuel pouvait simuler des crises bien réelles, déclenchant un comportement humain tout aussi réaliste que terrifiant. Aujourd'hui, cet événement est étudié dans le cadre de simulations de catastrophes, mais pour ceux qui y ont assisté en direct, il reste une période de terreur numérique qui a montré que même dans les jeux vidéo, le chaos peut être plus réel qu'on ne le pense. Dans le vaste univers de Minecraft, où la seule limite est l'imagination du joueur, les légendes circulent rapidement. L'une des plus effrayantes est celle d'Herobrine, un personnage qui ressemble à l'avatar standard de Steve, mais avec un détail glaçant, des yeux blancs, vides, qui ne montrent aucune trace d'âme. Cette histoire remonte à plusieurs années, lorsqu'un joueur nommé Chris a raconté sa propre rencontre terrifiante avec Herobrine. Chris, un architecte passionné de Minecraft, avait passé des mois à construire une immense forteresse en mode survie. Il aimait le défi de rassembler les ressources, de creuser dans les cavernes les plus profondes et de s'assurer que chaque pierre de sa forteresse était parfaite. Un soir, après avoir terminé une longue session de minage, il a remonté à la surface de son monde pour se détendre. Mais en revenant, il a remarqué quelque chose d'étrange, des arbres qui avaient été complètement élagués, ne laissant que des troncs nus. Il a supposé qu'il s'agissait d'un bug du jeu, un phénomène qui arrive parfois. Il a continué à explorer, mais une sensation de malaise s'est installée. Les animaux qu'il avait laissés dans son enclos semblaient avoir disparu. Lorsqu'il a inspecté la clôture, elle était intacte, sans ouverture pour permettre à ses moutons de s'échapper. Chris a haussé les épaules, pensant qu'il s'agissait d'une autre bizarrerie de l'algorithme du jeu. Mais son inconfort n'a fait que grandir. Alors qu'il remontait une colline pour admirer sa forteresse, il a aperçu une silhouette au loin. Elle se tenait là, immobile, comme si elle le regardait. Chris s'est approché, croyant voir un villageois égaré ou peut-être un joueur s'étant glissé dans son serveur privé. Mais lorsqu'il est arrivé à quelques dizaines de blocs de la silhouette, elle a disparu. Le cœur de Chris s'est accéléré. Il savait qu'il jouait seul, en mode solo, sans aucune possibilité que quelqu'un d'autre soit là. Il a fouillé le terrain, cherchant des traces de la mystérieuse figure, mais il n'y avait rien. Il a repris sa construction, essayant de se convaincre que son esprit lui jouait des tours. Mais le sentiment de ne pas être seul s'est intensifié. À un moment donné, alors qu'il posait des blocs, il a vu un message apparaître dans le chat, sans qu'il ait rien écrit, « Je te vois ». Chris s'est figé, sa souris tremblante dans sa main. Le message n'avait pas de nom d'utilisateur, aucune indication de qui aurait pu l'envoyer. Il a immédiatement vérifié les paramètres de son serveur. Il était toujours en solo, sans connexion extérieure. Le chat s'est vidé, mais l'inquiétude restait palpable. Décidé à élucider ce mystère, Chris s'est dirigé vers une grotte voisine pour chercher des indices. À l'entrée de la caverne, des panneaux avaient été placés, portant des messages comme « Par maintenant » et « Tu n'es pas en sécurité ici ». Chaque panneau semblait écrit par une entité qui ne voulait pas de lui. C'est alors qu'il l'a vu à nouveau. La silhouette de Steve, avec ses yeux blancs fixés sur lui. Cette fois, elle ne s'est pas évaporée. Elle s'est avancée vers lui, d'un pas lent mais sûr.
Chris a paniqué, essayant de s'enfuir, mais son écran a commencé à clignoter, et des lignes de code étranges apparaissaient, comme si le jeu se désintégrait sous ses yeux. Lorsqu'il s'est retourné, Herobrine n'était plus là, mais un panneau avait été placé derrière lui, portant un message terrifiant, « Je suis toujours là ». Chris a quitté le jeu, le cœur battant à tout rompre. Il a fait des recherches en ligne et a découvert d'autres témoignages. Des joueurs du monde entier parlaient de Herobrine, ce spectre numérique qui hantait les mondes de Minecraft, laissant derrière lui des signes de sa présence, comme des tunnels parfaitement creusés ou des pyramides de sable dans les déserts. Certains disaient qu'il n'était qu'une légende, un creepypasta, mais Chris savait ce qu'il avait vu. Depuis cette nuit, Chris ne joue plus jamais à Minecraft seul. Il a tenté de revenir, mais chaque fois qu'il le fait, il ressent une présence derrière lui, comme si des yeux blancs le guettaient dans l'ombre, prêts à réapparaître au moment où il s'y attend le moins. Imaginez-vous dans une salle d'arcade des années 80, avec les lumières néons qui éclaboussent les murs et les sons électroniques incessants qui bourdonnent de toutes parts. L'endroit sent le plastique chaud des machines et le pop-corn rassis. C'est là qu'est apparue une machine bien différente de toutes les autres. Le jeu s'appelait Polybius, et personne ne savait d'où il venait. Aucune publicité, aucune annonce, juste une borne noire, lisse, avec son titre en lettres blanches simples, comme un mystère qui invitait à être résolu. Les premiers curieux, attirés par l'étrangeté du jeu, s'y sont rapidement essayés. Polybius n'était pas comme Pac-Man ou Space Invader, c'était un voyage hypnotique dans des graphismes géométriques et pulsants, des formes qui semblaient vibrer avec une vie propre. Les joueurs rapportaient que dès qu'ils commençaient une partie, ils ressentaient une sorte de chaleur envahir leur crâne, presque comme une brume. Les couleurs vives clignotantes et les sons binauraux tordaient la perception, et les heures semblaient s'évaporer. Mais la fascination laissait bientôt place à l'étrange. Les adolescents qui y jouaient rapportaient des effets secondaires effrayants. Un jeune garçon nommé Kevin, qui venait tous les jours à la salle d'arcade après l'école, a été l'un des premiers à ressentir les conséquences. Après une session de jeu particulièrement longue, il est rentré chez lui, seulement pour se réveiller en pleine nuit, tremblant et couvert de sueur froide. Il racontait à sa mère avoir vu des figures sombres, des silhouettes qui se faufilaient dans les coins de sa chambre. D'autres joueurs ont décrit des expériences similaires, des cauchemars vifs et oppressants, des migraines si fortes qu'elles les laissaient clouer au lit pendant des jours. Mais les effets ne s'arrêtaient pas là. Il y avait aussi des rumeurs d'épisodes de comportements étranges. Une adolescente, Jenny, qui aimait se mesurer aux scores élevés des autres, aurait perdu conscience en pleine partie, seulement pour se réveiller avec une sensation de confusion totale, incapable de reconnaître ses amis ou même de se souvenir de son propre nom. Des parents, alarmés par le changement soudain dans le comportement de leurs enfants, ont commencé à se méfier de cette borne mystérieuse. Mais c'est à ce moment que la situation est devenue encore plus troublante. Certains témoins affirment avoir vu des hommes vêtus de noir rôder autour de la machine. Ces hommes semblaient avoir un intérêt malsain pour ce qui se passait. Ils prenaient des notes, surveillaient les joueurs, mais ne disaient jamais un mot. Certains employés de la salle d'arcade auraient tenté de leur parler, mais ces hommes disparaissaient toujours avant qu'on puisse leur demander ce qu'ils faisaient là. Puis, du jour au lendemain, Polybius a disparu. Les machines ont été enlevées, sans explication, et la salle d'arcade a repris son cours normal, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais pour les joueurs qui s'en souviennent, Polybius a laissé une empreinte indélébile. Des années plus tard, Kevin raconte encore qu'il rêve parfois de ces formes hypnotiques, et que les silhouettes noires le hantent dans ses cauchemars. Les archives ne montrent aucune preuve de l'existence du jeu, seulement des récits dispersés qui refont surface de temps à autre, alimentant les théories sur des expériences psychologiques cachées ou des tests gouvernementaux. Pourtant, personne n'a jamais pu expliquer ce qui s'est réellement passé avec Polybius, laissant planer une ombre de doute et de peur autour de ce jeu, comme un mystère qui refuse d'être résolu. C'était une nuit tranquille, une de ces nuits où l'air est frais, et le ciel étoilé semble infiniment paisible. Clara, une étudiante en art de 21 ans, venait de rentrer d'une longue journée de cours. Elle avait récemment redécouvert Animal Crossing, un jeu qu'elle avait adoré dans son enfance, et elle trouvait quelque chose de réconfortant dans la routine simple de s'occuper de son village virtuel.
Ce soir-là, elle s'est installée dans son canapé, a allumé sa Nintendo Switch et s'est plongée dans la tranquillité de son île. Tout était normal. Les villageois dormaient, les lucioles flottaient doucement autour des arbres, et les vagues s'écrasaient mollement sur la plage. Clara aimait se promener la nuit dans son jeu, profitant de la solitude paisible que cela offrait. Mais ce soir-là, elle a remarqué quelque chose d'inhabituel. Une lumière étrange brillait au sommet de la colline, là où elle avait installé un petit cimetière décoratif pour l'esthétique. Cela ressemblait à une lueur blanche, oscillant doucement, comme un feu follet. Intriguée, Clara a fait monter son personnage jusqu'au cimetière. Là, au milieu des pierres tombales qu'elle avait placées pour l'ambiance, se tenait une silhouette translucide, un personnage qu'elle n'avait jamais vu dans le jeu. C'était un esprit, flottant doucement au-dessus du sol, ses contours brumeux ondulant sous la lumière de la lune virtuelle. Le fantôme avait un regard triste, presque désolé, et Clara a ressenti un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Elle a interagi avec le fantôme, s'attendant à ce qu'un texte amusant ou un événement spécial se déclenche. Mais ce qui est apparu sur l'écran était loin d'être rassurant. Le fantôme a parlé dans un texte de couleur grise, différent des bulles de dialogue habituelles. « Pourquoi m'as-tu laissé partir ?» affichait le message. Clara a froncé les sourcils, perplexe. Elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Elle a appuyé sur le bouton pour continuer, mais le fantôme a ajouté un autre message, « Tu m'as oublié, mais moi, je me souviens de toi. » Le cœur de Clara a commencé à battre plus vite. Était-ce un bug? Une fonctionnalité qu'elle avait manquée? Mais la peur s'est installée lorsqu'elle a remarqué que son personnage ne bougeait plus. Elle a essayé de tourner sa manette, mais l'écran semblait figé, comme si le fantôme avait pris le contrôle. Et puis, un autre message est apparu, « Je suis là depuis toujours, dans chaque recoin de tes souvenirs. » Les mots se sont imprimés lentement, comme s'ils prenaient un plaisir cruel à s'afficher. Après un moment, le jeu a brusquement repris. Le fantôme avait disparu, et le vent qui soufflait dans les arbres semblait plus menaçant, comme un murmure qui n'appartenait pas à ce monde coloré. Clara a éteint la console, les mains tremblantes. Elle s'est dit que c'était sûrement une blague de programmeur, ou peut-être que la fatigue la faisait halluciner. Mais cette nuit-là, en essayant de dormir, elle n'a pas pu oublier le regard triste du fantôme et ses messages énigmatiques. Les jours suivants, elle a continué à jouer, mais son île n'était plus la même. Des lettres étranges arrivaient dans sa boîte aux lettres virtuelles, signées d'un nom qu'elle ne reconnaissait pas, un nom qu'elle n'avait jamais vu parmi les villageois, Ellie. Ces lettres contenaient des phrases cryptiques, des souvenirs d'enfance qu'elle n'avait jamais partagés avec personne, et des dessins de lieux qui existaient dans la vraie vie, des endroits où Clara jouait petite. Peu à peu, Clara a commencé à se sentir observée, même lorsqu'elle n'était pas en train de jouer. Elle a entendu des bruits sourds venant de sa chambre quand elle était dans le salon, et des ombres semblaient se mouvoir là où il ne devrait pas y en avoir. Un soir, alors qu'elle allumait la console pour tenter de comprendre ce qui se passait, le jeu a affiché un dernier message terrifiant, « Je ne suis jamais parti. Et toi non plus. » Depuis lors, Clara n'a plus jamais joué à Animal Crossing. Elle a supprimé le jeu de sa console, mais parfois, elle entend encore ce vent étrange, comme si son île hantée existait encore quelque part, cherchant toujours à lui parler, la reliant à un passé qu'elle aurait préféré oublier. L'histoire commence par une vente aux enchères discrète sur un site web de collectionneur de jeux vidéo. Un utilisateur anonyme a mis en vente un disque de The Elder Scrolls V, Skyrim, mais avec une description inquiétante, « Je vends ce jeu uniquement parce que je ne peux plus le garder chez moi. Je déconseille à quiconque de l'acheter, sauf si vous cherchez des ennuis. » Le prix était ridiculement bas pour un exemplaire de Skyrim, et un joueur nommé Derek, passionné par les mystères autour des objets de collection, n'a pas pu résister. Il a acheté le disque, pensant que l'histoire derrière cette vente était une simple exagération pour attirer les curieux. Lorsque le jeu est arrivé, Derek a remarqué quelque chose de bizarre. Le disque de Skyrim semblait normal, mais il avait une fine fissure qui s'étendait sur les bords, comme une veine qui ne s'était pas encore rompue. Malgré cela, il s'est précipité pour l'essayer, avide de plonger dans l'immense monde de Tamriel une fois de plus. Tout a commencé de manière ordinaire,
la cinématique d'ouverture s'est jouée sans problème, et Derek s'est retrouvé à créer son personnage et à s'échapper de Helgen. Mais les bizarreries n'ont pas tardé à apparaître. En explorant Whittrain, il a remarqué que les PNJ, personnages non joueurs, semblaient différents. Leur dialogue n'était pas tout à fait comme il s'en souvenait. Lorsqu'il a parlé au forgeron, celui-ci l'a regardé avec des yeux étrangement vitreux et a murmuré « Nous sommes tous coincés ici. Pourquoi es-tu revenu ?» Derek a pensé qu'il s'agissait d'un bug, une ligne de dialogue glissée par erreur, mais plus il jouait, plus les anomalies s'accumulaient. Le ciel, normalement d'un bleu éclatant ou couvert de nuages tempétueux, semblait constamment gris, comme si une tempête approchait mais ne se déchaînait jamais. La musique épique de Skyrim était remplacée par un murmure faible et persistant, un son qui semblait provenir de derrière lui, même lorsqu'il éteignait son téléviseur. Des villages entiers, censés être remplis d'animations, étaient déserts, et des notes étranges étaient laissées un peu partout, portant des messages cryptiques tels que « Tu ne devrais pas être là » et « Les yeux te voient ». Une nuit, alors qu'il explorait une caverne isolée, Derek a entendu un cri déchirant, un hurlement humain qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait entendu dans le jeu auparavant. Paniqué, il a quitté la caverne, mais une nouvelle quête s'est soudainement ajoutée à son journal, « Fuis ». Aucun autre détail n'était fourni, seulement ce mot. Derek a tenté de continuer, se disant que son esprit lui jouait des tours, mais chaque PNJ qu'il croisait semblait connaître son nom, même ceux avec lesquels il n'avait jamais interagi. La situation a atteint son paroxysme lorsqu'il a décidé de camper près d'un feu pour passer la nuit dans le jeu. Alors qu'il surveillait les alentours, un bruit de pas se faisait entendre, comme si quelqu'un se rapprochait, mais rien n'apparaissait. Soudain, son personnage s'est figé, et le jeu l'a planté. Lorsqu'il a essayé de redémarrer, le menu de démarrage de Skyrim avait changé, l'emblème du dragon était fissuré, tout comme le disque, et un message s'affichait à l'écran, « Ils ne te laisseront jamais partir ». Les lumières de son appartement ont commencé à clignoter, et un grésillement inquiétant émanait de ses haut-parleurs, même après avoir débranché sa console. Une voix faible, semblant provenir de l'ombre de la pièce, a murmuré « Tu nous as réveillés ». Terrifié, Derek a jeté le disque dans une boîte et l'a rangé au fond de son placard. Mais même après l'avoir mis hors de vue, il sentait toujours une présence oppressante, comme si quelque chose de l'univers de Skyrim avait franchi le seuil de son appartement. Des jours plus tard, il a mis en vente le disque sur le même site de collectionneur, avec un avertissement similaire à celui qu'il avait ignoré, « Je vous déconseille d'acheter ceci. Il ne doit pas être joué ». Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Derek raconte qu'il entend encore des murmures la nuit, et qu'un froid glacial envahit son appartement sans raison. Certains disent que le disque est toujours en circulation, passant de main en main, et que quiconque s'y aventure finira par regretter d'avoir osé entrer dans cette version hantée de temps réel, où les lignes entre la réalité et le monde virtuel sont dangereusement floues. Pour beaucoup, The Sims est un jeu de simulation de vie joyeux et inoffensif, où l'on crée des familles, construit des maisons, et regarde des personnages virtuels mener des vies simples et souvent amusantes. Mais derrière cet univers coloré et léger, certains joueurs ont rapporté des expériences qui les ont laissés glacer d'effroi. Des histoires de personnages qui semblent revenir d'entre les morts, des maisons hantées par des esprits numériques, et des phénomènes inexplicables qui transforment le jeu en une véritable épreuve de nerfs. Cela a commencé avec Sarah, une joueuse passionnée qui adorait passer des heures à perfectionner la maison de ses Sims et à leur créer une vie idéale. Un soir, après avoir joué tard, elle a accidentellement laissé son jeu tourner toute la nuit. Le lendemain matin, elle a découvert quelque chose de très étrange. L'un de ses Sims, un personnage nommé Michael qu'elle avait fait mourir tragiquement dans un incendie, était revenu, mais pas tout à fait comme avant. Il errait dans la maison, avec des yeux vides et une expression fantomatique. D'habitude, les Sims morts apparaissent sous forme de fantômes, de simples esprits qui interagissent de manière limitée avec le monde des vivants. Mais Michael semblait différent. Il agissait presque comme s'il était conscient de sa condition. Lorsqu'elle le regardait dans le jeu, il la fixait, immobile, et ses mouvements étaient saccadés, comme s'il luttait pour rester visible. De temps en temps, il se mettait à écrire des messages inquiétants sur le miroir de la salle de bain, des phrases qui n'appartenaient pas aux interactions du jeu. « Pourquoi m'as-tu laissé partir »
« Je me souviens de la douleur » s'affichait en lettres floues, disparaissant avant qu'elle ne puisse les prendre en capture d'écran. Sarah a essayé de comprendre ce qui se passait. Elle a désinstallé le jeu, réinstallé des extensions, mais rien n'y faisait. Chaque fois qu'elle créait une nouvelle famille de Sims, Michael finissait par réapparaître, souvent dans les moments où elle s'y attendait le moins. Une fois, alors qu'elle construisait une nouvelle maison, elle a entendu un bruit étrange venant de ses écouteurs, une sorte de grincement, suivi d'un murmure lointain. « Je suis encore là », a-t-elle entendu, saisie d'un frisson qui lui a glacé le sang. Elle a posté son histoire sur un forum de fans de The Sims, et à sa grande surprise, d'autres joueurs ont partagé des récits similaires. Des Sims morts qui revenaient avec des comportements bizarres, des objets qui bougeaient tout seuls dans les maisons, et des messages mystérieux apparaissant sur les murs. Un utilisateur a raconté que son jeu semblait possédé, ses Sims mouraient de manière imprévisible, et leurs tombes se déplaçaient de leur propre chef. Il avait même vu un fantôme qui pleurait des larmes de sang, une image qui n'existe pas dans les fichiers normaux du jeu. D'autres joueurs se sont mis à creuser plus profondément, explorant les fichiers cachés de The Sims, espérant trouver une explication logique. Certains ont suggéré que ces phénomènes étaient le résultat de sauvegardes corrompues ou de mods qui avaient mal fonctionné. Mais Sarah et d'autres ont remarqué quelque chose de plus troublant, même après avoir désinstallé tous les mods, les phénomènes persistaient, comme si une partie de leurs Sims avait laissé une empreinte permanente dans leur monde virtuel. Un soir, alors qu'elle jouait, Sarah a fait une dernière tentative pour se débarrasser de Michael. Elle a démoli la maison où il avait vécu et l'a reconstruite de zéro, espérant que cela effacerait son souvenir. Mais lorsqu'elle a zoomé sur le jardin, elle a trouvé quelque chose qui n'avait rien à y faire, une petite poupée en pixels, calcinée, avec un regard vide. Quand elle a cliqué dessus, un message s'est affiché à l'écran, « Tu peux détruire ce que tu veux, mais tu ne pourras jamais me faire partir. » Sa console s'est éteinte d'elle-même, et elle a juré avoir entendu un rire étouffé derrière elle. Depuis ce jour, Sarah n'a plus jamais joué à The Sims. Elle a supprimé tous ses fichiers de sauvegarde, mais elle dit parfois entendre encore des bruits étranges dans son appartement, comme des pas qui résonnent faiblement, ou des chuchotements lorsqu'elle passe devant son ordinateur. D'autres fans de The Sims continuent de partager des histoires de fantômes numériques, et bien que personne n'ait trouvé d'explication rationnelle, tous s'accordent sur une chose, le jeu, aussi innocent qu'il puisse paraître, a parfois une manière bien sinistre de rappeler que certains souvenirs ne peuvent pas être effacés, même dans le monde virtuel. L'histoire de Sonic.exe a commencé comme une simple légende urbaine, un creepypasta que beaucoup ont lu et oublié, jusqu'à ce que certains affirment en avoir fait l'expérience directe. L'un de ces témoins était Tom, un jeune homme qui adorait collectionner les vieilles versions de jeux de sa jeunesse. Un jour, il a reçu un colis anonyme contenant un CD gravé avec l'inscription « Sonic.exe » griffonné à la main avec un marqueur rouge. Il n'y avait aucune note, aucune explication, juste ce disque mystérieux. Intrigué, Tom n'a pas hésité à l'insérer dans son ordinateur, impatient de découvrir ce qu'il pensait être un fan game de Sonic. L'installation a été rapide, et l'icône du jeu s'est affichée sur son bureau, un simple logo de Sonic souriant. Mais quelque chose n'allait pas. Le visage de Sonic avait un regard étrange, un sourire qui semblait s'étirer un peu trop loin, et des yeux qui paraissaient plus sombres, comme s'il cachait quelque chose. Il a cliqué pour lancer le jeu, et la première chose qui l'a frappé a été la musique. Au lieu de la mélodie joyeuse et entraînante de Green Hill Zone, c'était une sorte de bourdonnement grave, une musique inquiétante qui semblait s'infiltrer dans son esprit. L'écran de titre est apparu, et là, Sonic n'avait plus son sourire habituel. Ses yeux étaient entièrement noirs, avec deux pupilles rouges qui semblaient saigner, et son sourire était devenu une grimace tordue. Le texte affichait simplement « Jouer ». Tom, à la fois fasciné et mal à l'aise, a commencé la première zone. Il contrôlait taille, mais quelque chose clochait dans le monde de jeu. Le ciel était d'un rouge sanglant, et des animaux morts jonchaient le sol, les yeux ouverts et vides. Tai avait une expression de peur, tremblant légèrement à chaque pas. Tom a continué à avancer, et plus il progressait, plus la musique devenait un mélange de cris lointains et de murmures oppressants. Soudain, Sonic est apparu. Mais ce n'était pas le Sonic qu'il connaissait. Il se tenait là, immobile, les yeux rouges fixant Tai.
Un texte s'est affiché à l'écran, « Tu veux jouer avec moi ?» Tom a essayé de faire demi-tour, mais Ty ne répondait plus aux commandes. Sonic s'était lancé, et l'écran est devenu noir. Puis, un cri perçant a retenti dans les haut-parleurs, un hurlement qui semblait provenir de l'intérieur de la pièce. Quand l'écran est revenu à la normale, Ty était étendu, inerte, avec des yeux vides, et Sonic le regardait, souriant. Tom a commencé à transpirer, mais il ne pouvait pas détourner le regard. Le jeu a changé de personnage, et cette fois, c'était Knuckles. Le même scénario s'est répété, un monde sinistre, une musique oppressante, et Sonic qui traquait sa proie. Knuckles a tenté de se défendre, mais Sonic s'est déplacé si vite qu'il semblait se téléporter, et il l'a éliminé d'une manière tout aussi terrifiante. Un autre message est apparu, trop lent. À ce stade, Tom voulait arrêter, mais son ordinateur ne répondait plus. La seule option était de continuer. Le jeu a changé de personnage une dernière fois, affichant le visage désespéré du docteur Robotnik. Le méchant habituellement arrogant semblait terrifié, fuyant dans un couloir sans fin. Des larmes de sang coulaient sur ses joues, et Sonic le poursuivait, toujours avec ce sourire démoniaque. L'écran a basculé une nouvelle fois dans le noir, et la voix de Sonic a murmuré « Je suis là, pour toi ». Le jeu s'est soudainement fermé, et Tom s'est retrouvé face à son bureau. Mais avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, une image est apparue, celle de Sonic, son visage macabre rempli de sang, fixant Tom droit dans les yeux. « Tu ne peux pas m'échapper », a dit une voix désincarnée, et son ordinateur s'est éteint. Terrifié, Tom a arraché la prise de courant et s'est enfui de son bureau. Il n'a jamais osé rejouer à Sonic.exe. Il a tenté de détruire le CD, mais il jure que chaque fois qu'il le fait, il le retrouve réapparaissant sur son bureau, intact, comme si le jeu refusait d'être oublié. Des nuits, il entend des bruits de course rapide à travers sa maison, des rires déformés résonnant dans le couloir. Parfois, l'écran de son ordinateur s'allume tout seul, affichant ce même visage démoniaque de Sonic, comme un avertissement que la terreur n'est jamais vraiment partie. L'histoire de Sonic.exe continue de circuler parmi les joueurs, certains affirmant que le jeu maudit ne disparaît jamais vraiment. Il laisse une trace, une présence malveillante qui s'accroche à quiconque ose y jouer, rappelant que même dans le monde numérique, certaines entités ne peuvent être contrôlées. C'était dans les années 80, l'âge d'or des salles d'arcade, un temps où les adolescents passaient des heures à défier les machines qui semblaient presque vivantes. Parmi les jeux les plus populaires de l'époque, Berserk tenait une place de choix. Ce jeu d'action frénétique demandait aux joueurs de naviguer dans des labyrinthes et d'abattre des robots tout en évitant Evil Otto, un visage souriant impitoyable qui les poursuivait inlassablement. L'ambiance y était tendue, les bruits électroniques percutants, et chaque partie poussait les joueurs à la limite de leurs réflexes. Mais Berserk n'a pas tardé à devenir célèbre pour une raison bien plus sinistre que son gameplay addictif. En 1981, un jeune homme nommé Jeff Dailey, âgé de 19 ans, a marqué l'histoire en atteignant un score impressionnant de 16 660 points. Jeff, comme de nombreux joueurs de l'époque, était passionné par les défis et passait de longues heures à perfectionner ses compétences. Cependant, peu après avoir inscrit ce score, il s'est effondré, victime d'une crise cardiaque. Les médecins n'ont pas pu expliquer comment un adolescent en pleine santé avait pu succomber de cette manière. La salle d'arcade où Jeff jouait a été secouée par l'incident, mais les joueurs ont rapidement repris leurs habitudes, pensant qu'il s'agissait d'une tragédie isolée. Puis, un an plus tard, un autre incident a renforcé la légende noire de Berserk. Peter Burkowski, un étudiant de 18 ans, est entré dans une salle d'arcade de Chicago pour s'essayer au jeu. C'était un joueur expérimenté, connu pour sa compétitivité, et ce jour-là, il a réussi à inscrire 2 scores élevés consécutifs, suscitant l'admiration des personnes présentes. Quelques minutes après s'être éloigné de la machine, Peter s'est effondré à son tour, victime d'une crise cardiaque fatale. Encore une fois, les médecins ont été déconcertés. Il était jeune, en forme, et il n'y avait aucune raison apparente pour expliquer cette mort soudaine. Les médias ont commencé à s'intéresser à ces décès mystérieux, et des rumeurs ont émergé. Certains disaient que le jeu lui-même était maudit,
que les lumières clignotantes et les sons électroniques de Berserk provoquaient des crises cardiaques chez les joueurs qui devenaient trop investis. D'autres racontaient que Evil Otto, le visage souriant et indestructible qui poursuivait les joueurs, n'était pas seulement un ennemi virtuel, mais une entité malveillante qui prenait un plaisir sadique à chasser ses victimes jusque dans le monde réel. Des histoires ont circulé parmi les amateurs d'arcade. Des témoins affirmaient que la machine de Berserk semblait étrangement vivante, qu'elle émettait des sons même lorsqu'elle était éteinte, ou que les yeux d'Evil Otto semblaient briller d'une lueur inquiétante, comme s'il se moquait des joueurs qui tentaient de le défier. Certains employés de salles d'arcade ont même raconté qu'ils ressentaient une atmosphère lourde en s'approchant de la machine, comme si elle dégageait une énergie maléfique. Malgré ces histoires, Berserk n'a jamais perdu sa popularité. Les joueurs continuaient à se rassembler autour de la borne, testant leurs réflexes et repoussant leurs limites, tout en étant conscients de la légende qui l'entourait. Mais il y avait toujours ce frisson qui parcourait la colonne vertébrale des plus superstitieux, ce sentiment que jouer à Berserk pouvait être un pari risqué, comme un pacte avec une force invisible. Avec le temps, les incidents se sont estompés, et Berserk est devenu un classique, un symbole de l'époque des jeux d'arcade. Pourtant, la peur persiste dans l'esprit de ceux qui se souviennent de Jeff et Peter. Chaque fois que l'histoire est racontée, elle rappelle à quel point la frontière entre le jeu et la réalité peut parfois sembler effroyablement mince. Les joueurs d'aujourd'hui qui entendent cette légende ne peuvent s'empêcher de se demander « Et si une machine pouvait vraiment vous voler bien plus qu'un simple crédit de jeu ?» C'est l'histoire d'un étudiant américain nommé Alex qui, à l'époque, passait des heures à chercher de vieux jeux et des consoles rétro dans les ventes de garage. Un jour, il est tombé sur une brocante inhabituelle tenue par un vieil homme qui semblait à moitié perdu dans ses pensées. Parmi des bibelots poussiéreux, Alex a repéré un cartouche de The Legend of Zelda, Majora Mask. L'étiquette du jeu était étrange, gribouillée à la main, simplement marquée du mot Majora Mask. Lorsqu'Alex a demandé d'où venait le jeu, le vieil homme l'a simplement fixé pendant quelques secondes avant de murmurer « Il appartenait à Ben. Je suis sûr qu'il ne vous en voudrait pas. » Alex n'y a pas vraiment prêté attention. Il a pris le jeu et est rentré chez lui, curieux de redécouvrir l'un de ses titres préférés. En insérant le cartouche dans sa vieille Nintendo 64, tout semblait normal, au début. Le jeu se lançait, mais le fichier de sauvegarde qui apparaissait à l'écran portait le nom de Ben. Trouvant cela légèrement bizarre, Alex a ignoré la sauvegarde et a décidé de créer un nouveau fichier. Il l'a nommé Link et a commencé sa partie. Mais c'est là que les choses ont commencé à se détraquer. Dès le début du jeu, des bugs étranges se sont produits. Les personnages non-joueurs se comportaient de façon anormale, fixant Alex d'un regard vide, où leur dialogue semblait déformé, comme s'ils avaient été altérés par quelque chose d'invisible. Lorsqu'il a essayé de changer d'écran ou de zone, le jeu affichait des glitches terrifiants. Des modèles de personnages apparaissaient sans visage, ou bien la musique du jeu se jouait à l'envers, créant une atmosphère sinistre. Pire encore, des messages étranges et troublants commençaient à apparaître à l'écran, comme « Tu ne peux pas t'échapper, Ben te voit ». Ce qui a vraiment commencé à effrayer Alex, c'est lorsque le jeu a semblé prendre vie d'une manière bien plus personnelle. Lorsqu'il a essayé de charger le fichier BEN, la musique a ralenti jusqu'à un grincement macabre, et son personnage, Link, se transformait mystérieusement en une statue de lui-même, figée, avec un sourire déformé. Cette statue le suivait, apparaissant sans prévenir, comme si elle était vivante. Parfois, le jeu sautait soudainement vers cette statue, et Alex avait l'impression d'être épié. L'atmosphère devenait de plus en plus oppressante, et Alex a commencé à filmer les phénomènes, pensant qu'il perdait la tête. Mais il n'était pas fou. Des gens en ligne ont vu ces vidéos et ont été tout aussi terrifiés par ce qu'ils voyaient. Une nuit, alors qu'il jouait pour essayer de trouver un sens à tout ça, le jeu a affiché un dernier message glaçant « Pourquoi as-tu pris mon jeu ?» Puis, le visage d'Alex, ou ce qui semblait être une version déformée de lui-même, est apparu à l'écran. Des larmes rouges de sang coulaient de ses yeux, et il semblait appeler Ben. Après cet incident, Alex a juré qu'il voyait des ombres se déplacer dans sa chambre, et il entendait des rires d'enfants quand il était seul. Pris de panique, il a décidé de jeter le cartouche dans une rivière voisine, espérant que l'esprit de Ben le laisse tranquille.
Mais même après l'avoir fait, l'étudiant a affirmé que des choses inexplicables continuaient à se produire. Des courriels étranges signés Ben arrivaient parfois dans sa boîte de réception, et l'ambiance de terreur semblait s'accrocher à lui. Aujourd'hui, l'histoire de Ben Drowned est devenue une légende, une creepypasta que beaucoup connaissent. Mais Alex, qui a partagé son histoire pour mettre en garde les autres, insiste sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un simple jeu hanté. C'était une connexion avec quelque chose de beaucoup plus sombre, une entité qui refusait de disparaître. Les internautes spéculent toujours sur la vérité, mais une chose est certaine, ceux qui entendent cette histoire ne regardent plus jamais Majora Mask de la même manière. L'histoire de ce cartouche hanté d'Earthbound commence avec un collectionneur passionné, Sam, qui parcourait les marchés aux puces et les enchères en ligne pour trouver des copies rares des jeux de son enfance. Il adorait Earthbound, ce jeu de rôle au graphisme coloré et à l'ambiance légèrement bizarre qui se jouait sur la Super Nintendo. Un jour, en naviguant sur un site de vente d'objets d'occasion, il est tombé sur un cartouche étrange. Le vendeur avait écrit une description inhabituelle, version très rare, mais attention, c'est pour les courageux. Sam, curieux, n'a pas pu s'empêcher de l'acheter. Quand le colis est arrivé chez lui, il a déballé le cartouche avec excitation. L'étiquette était endommagée, presque effacée, mais il pouvait encore distinguer les lettres d'Earthbound. Sam a connecté sa vieille Super Nintendo et inséré le jeu, s'attendant à retrouver les souvenirs familiers de son enfance. Pourtant, dès le début, il a remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. L'écran d'accueil s'est chargé, mais au lieu de la musique joyeuse et nostalgique, il n'y avait que du silence, un vide sonore inquiétant. Lorsqu'il a sélectionné « Nouvelle partie », les choses sont devenues encore plus étranges. Les couleurs semblaient délavées, comme si le monde du jeu était devenu un écho déformé de ce qu'il devait être. Les personnages qu'il rencontrait n'avaient plus leurs répliques habituelles. Ils parlaient de sujets sombres, de la perte et du chagrin, et certains semblaient même s'adresser directement à Samedi. Au début, il a pensé qu'il s'agissait simplement d'une version modifiée du jeu, une sorte de remake étrange. Mais les choses ont rapidement pris une tournure beaucoup plus effrayante. Dans une scène qui devait être ordinaire, l'écran s'est soudainement figé, et les yeux de tous les personnages se sont tournés vers la caméra, fixant Sam à travers l'écran. Des mots se sont lentement affichés. « Pourquoi es-tu revenu ici ? Nous nous souvenons de ce que tu as fait. » Sam a ressenti un frisson glacial lui parcourir le dos. Il n'avait jamais vu le jeu réagir de cette façon. Plus il progressait, plus l'ambiance devenait oppressante. La ville de Honnête, habituellement animée, était maintenant plongée dans un crépuscule rougeâtre, et les maisons semblaient vides, abandonnées. Sam a essayé de sauvegarder sa partie, mais le jeu affichait un message terrifiant, « Il n'y a nulle part où te cacher ». À ce stade, il se demandait sérieusement s'il devait arrêter de jouer. Mais sa curiosité l'a poussé à continuer, à chercher une explication à ce cauchemar numérique. C'est alors qu'il est arrivé à une section du jeu qui n'existait pas dans la version normale. Une grotte sombre s'est ouverte devant lui, et lorsqu'il y est entré, la musique ou plutôt, un grincement sourd a repris, se tordant et gémissant. Au fond de la grotte, il a trouvé un personnage qui ressemblait étrangement à lui-même, une version pixelisée de Sam, qui l'attendait. Le personnage a levé les yeux et, d'une voix que Sam n'oubliera jamais, a murmuré « Tu n'aurais jamais dû revenir ici ». La console s'est brusquement éteinte, plongeant la pièce dans le noir complet. Sam s'est figé, le souffle court, les mains moites. Quand il a rallumé sa Super Nintendo, le cartouche ne fonctionnait plus. Plus d'écran d'accueil, plus de menu, rien d'autre qu'un bruit blanc assourdissant. Il a essayé de retirer le jeu, mais le cartouche semblait collé, comme s'il refusait de quitter la console. Sam a fini par ranger la Super Nintendo dans un carton, mais il n'a jamais pu oublier l'expérience. Parfois, en pleine nuit, il croit entendre des sons étranges venant de la pièce où il a rangé la console. Un murmure étouffé, des grincements, comme si quelque chose de l'autre côté essayait de revenir. Il a pensé à vendre la cartouche, mais au fond de lui, il sait que ce jeu n'est plus seulement un objet de collection. C'est une fenêtre vers quelque chose de plus sombre, une mémoire hantée qui refuse de rester oubliée.
Quand Metal Gear Solid est sorti sur la PlayStation en 1998, il a révolutionné le genre de l'infiltration, et ses fans étaient fascinés par son histoire captivante et ses personnages mémorables. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que le jeu abriterait un secret si troublant qu'il entrait encore les joueurs des années après leur première rencontre avec le mystérieux Psycho Mantis, l'un des boss les plus célèbres de la série. Le combat contre Psycho Mantis était déjà suffisamment angoissant. Mantis pouvait lire la carte mémoire du joueur, brisant le quatrième mur en faisant des commentaires sur les autres jeux auxquels vous aviez joué, comme Castlevania ou Suikoden. C'était une expérience troublante et unique, mais certains joueurs ont rapporté des expériences bien plus bizarres, des événements que l'on n'a jamais vraiment réussi à expliquer. Alex, un joueur passionné, se souvient de la première fois où il a affronté Psycho Mantis. Comme pour beaucoup, la sensation que le jeu connaissait des détails personnels sur lui l'avait mis mal à l'aise, mais il avait suivi les instructions et vaincu le boss en changeant de port de manette, une astuce qui permettait de rendre Mantis aveugle. Cependant, après cette victoire, quelque chose d'étrange s'est produit. Le jeu semblait avoir mémorisé plus que ce qui était inscrit sur la carte mémoire. Plus tard dans le jeu, Alex a commencé à remarquer des anomalies. Des dialogues des soldats ennemis semblaient se diriger vers lui directement, faisant des commentaires sur ses habitudes de jeu. Lorsqu'il a tenté de sauvegarder, une boîte de dialogue étrange s'est ouverte. « Je te connais, Alex » était inscrit à l'écran, sans aucune explication. Sa manette a vibré de manière irrégulière, et un bourdonnement sinistre a envahi ses écouteurs. Cela ne ressemblait pas aux effets habituels de Metal Gear Solid. Pensant qu'il s'agissait d'un bug, Alex a continué à jouer. Mais les bizarreries ne faisaient qu'empirer. Une fois, en pleine infiltration, le codec de Snake a sonné de façon inattendue. Ce n'était ni Otacon ni le colonel qui lui parlait, mais une voix froide et distante qui murmurait « Pourquoi t'acharnes-tu ? Je t'observe. » Chaque fois qu'il essayait de répondre, le codec s'éteignait, comme si la communication avait été interrompue par une force extérieure. Il a même remarqué que certains ennemis qu'il neutralisait se relevaient soudainement, leurs yeux brillant d'une lueur rouge, le fixant avant de s'écrouler à nouveau. Terrifié mais intrigué, Alex a cherché des réponses en ligne. Il a trouvé des forums remplis de joueurs partageant des expériences similaires. Certains rapportaient que leur console faisait des bruits bizarres, comme des soupirs ou des chuchotements, même lorsqu'elle était éteinte. D'autres affirmaient que leur écran affichait des visages flous et déformés dans le brouillard de la neige télévisée. Les témoignages convergeaient vers une théorie, Psycho Mantis n'était pas seulement un personnage de jeu. Il y avait quelque chose de plus sinistre, comme si son pouvoir de lire les esprits avait franchi les limites du virtuel. Alex, déterminé à comprendre ce qui se passait, a tenté une expérience risquée. Il a chargé son fichier de sauvegarde à nouveau, espérant que les anomalies réapparaîtraient. Mais cette fois, la console a redémarré d'elle-même, affichant un écran noir ou un message en lettres rouges à clignoter « Tu ne devrais pas jouer avec ce que tu ne comprends pas ». Un frisson a parcouru son dos. Le jeu s'est relancé, mais la sauvegarde était corrompue, et tous ses progrès avaient disparu. Pensant que son imagination lui jouait des tours, Alex a laissé la console de côté pendant plusieurs jours. Mais une nuit, alors qu'il essayait de s'endormir, il a entendu un bourdonnement qui ressemblait étrangement aux effets sonores de Psycho Mantis. Il s'est précipité dans le salon, allumant la lumière pour découvrir que sa console était allumée toute seule, l'écran figé sur un message d'avertissement qui n'existait dans aucune version officielle du jeu, « Tu es allé trop loin ». Aujourd'hui encore, Alex n'est pas sûr de ce qui s'est réellement passé. Certains disent que son disque était possédé ou qu'il avait téléchargé une version modifiée du jeu sans le savoir. Mais chaque fois qu'il parle de son expérience, il ne peut s'empêcher de sentir que quelque chose l'observe, comme si une partie de Psycho Mantis n'avait jamais vraiment quitté sa console. D'autres joueurs partagent encore ces histoires étranges, mais personne n'a encore trouvé de véritable explication, laissant planer un mystère inquiétant autour de l'un des jeux les plus cultes de la PlayStation. L'histoire de la mystérieuse Black Box de Call of Duty a commencé à circuler sur des forums de jeux militaires réalistes, et elle est devenue une légende urbaine parmi les fans de la franchise. Un joueur connu sous le pseudonyme de Ranger57 a partagé son expérience terrifiante qui, selon lui, l'a marqué à vie.
C'était une nuit d'hiver, et il avait passé des heures à jouer à Call of Duty, Modern Warfare, perfectionnant ses stratégies et montant en grade. Il adorait la sensation d'adrénaline, le chaos des champs de bataille numériques, et la satisfaction de vaincre ses adversaires. Mais cette session allait changer sa perception du jeu pour toujours. Tout a commencé lorsqu'il est tombé sur un mode de jeu inconnu. En parcourant les options de multijoueur, un mode étrange est apparu en bas de la liste, nommé simplement Black Box. Il n'avait jamais vu cette option auparavant, et sa curiosité l'a emporté. Dès qu'il a cliqué, son écran a vacillé et s'est rempli de bruits statiques. Puis, il a été plongé dans une carte nocturne qui n'existait dans aucune autre version officielle de Call of Duty. Le paysage était une ville en ruine, balayée par un vent hurlant et parsemé de feux vacillants. Le ciel était d'un noir d'encre, parsemé de nuages rouges qui semblaient vibrer, presque vivants. Il n'y avait pas d'autres joueurs dans cette partie. Ranger 57 était seul, équipé de son arme standard, mais sans indication de mission, sans objectif. Juste un silence inquiétant, brisé de temps en temps par des bruits sourds, comme des explosions lointaines ou des voix murmurantes qui semblaient se déplacer autour de lui. Il a commencé à explorer, tentant de comprendre ce qui se passait, mais tout semblait mal. Les bâtiments s'effondraient en silence, et des ombres semblaient bouger juste hors de son champ de vision. Soudain, un message est apparu à l'écran, écrit en lettres rouges déformées, « C'est trop tard pour revenir en arrière ». Ranger 57 a frissonné, mais il a continué, déterminé à découvrir ce qu'était ce mode étrange. Puis, sans avertissement, son personnage s'est figé. Il a essayé de bouger, de tirer, mais rien ne répondait. À ce moment-là, il a entendu un bruit de pas qui se rapprochait, de lourdes bottes qui écrasaient des débris. Une silhouette est apparue dans le brouillard, un soldat qui semblait être contrôlé par une entité inconnue. Ses yeux brillaient d'un rouge sinistre, et il a levé son arme vers Ranger 57, qui était incapable de bouger ou de se défendre. L'écran est devenu noir, et un autre message s'est affiché. « Tu ne devrais pas être ici ». Le jeu a ensuite redémarré de lui-même, le ramenant au menu principal. Mais l'icône du mode Black Box avait disparu, comme si tout cela n'avait été qu'une hallucination. Ranger 57, bouleversé, a éteint sa console pour la nuit. Mais ce n'était pas la fin de son cauchemar. Le lendemain, il a reçu un message privé sur sa console, sans nom d'expéditeur, qui disait « Nous avons toujours un œil sur toi ». Pensant que c'était une mauvaise blague, il a tenté de l'ignorer, mais des événements plus étranges se sont produits. Lorsqu'il jouait à d'autres cartes, des soldats ennemis se tournaient soudainement vers lui, fixant son personnage, immobile, comme s'ils le reconnaissaient. Parfois, des bruits de respiration lourde résonnaient dans son casque, même lorsque personne ne parlait, et des ombres traversaient son écran à toute vitesse, comme si quelqu'un d'autre était là. Les forums de jeux ont explosé d'histoires similaires. Des joueurs ont partagé des expériences de modes de jeu qui n'existaient pas, des cartes qui s'activaient sans prévenir, et des rencontres avec des ennemis au comportement inexplicable. Certains prétendaient que la Black Box était une expérience cachée, un vestige d'un projet abandonné qui s'était mêlé au code du jeu. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'une intervention extérieure, peut-être même d'un test militaire virtuel qui avait accidentellement glissé dans le monde des joueurs. Mais pour Ranger 57, la peur s'est transformée en obsession. Il a cherché à rejouer à la Black Box, à comprendre ce qui s'était passé, mais le mode ne réapparaissait jamais. Une nuit, alors qu'il jouait seul, son écran s'est éteint, et sa console a émis un bruit sourd. Puis, un dernier message est apparu, cette fois gravé en blanc sur un fond noir, « Nous te regardons toujours ». Il n'a jamais réactivé sa console après cela. Aujourd'hui, l'histoire de la Black Box de Call of Duty reste une énigme. Certains pensent qu'il s'agit d'un simple mythe, une légende urbaine alimentée par l'imagination des joueurs. Mais ceux qui disent avoir vécu cette expérience parlent encore de la sensation d'être épié, comme si une partie de la guerre virtuelle avait infiltré la réalité, les suivant bien après qu'ils aient posé leur manette. Si vous êtes un fan de football américain, il y a de fortes chances que vous connaissiez la série Madden NFL, une institution des jeux vidéo sportifs depuis des décennies. Mais derrière ce jeu extrêmement populaire se cache une légende sombre qui a pris de l'ampleur au fil des années, la fameuse malédiction de Madden.
Ce n'est pas une simple superstition lancée à la légère. Pour ceux qui suivent de près les carrières des stars de la NFL, les preuves semblent accablantes. Tout a commencé au début des années 2000, quand les fans ont remarqué un étrange schéma. Chaque année, un joueur de la NFL était sélectionné pour apparaître sur la couverture de Madden, un honneur considéré comme l'un des plus prestigieux pour tout athlète de football. Pourtant, ce qui devait être une consécration s'est révélé être un mauvais présage. Quasiment chaque joueur en couverture a vu sa saison suivante marquée par une blessure grave, une baisse de performance inexplicable ou même des scandales qui ont nui à leur carrière. Prenons l'exemple de Dawn Culpepper, le célèbre quarterback des Vikings du Minnesota. Il a été choisi pour apparaître sur la couverture de Madden 2002, après une saison spectaculaire où il avait mené son équipe jusqu'aux séries éliminatoires. Mais la saison suivante, c'était le désastre. Culpepper a subi une blessure au genou qui a compromis sa performance et marqué le début de la fin de sa carrière prometteuse. Les fans ont commencé à murmurer qu'il ne s'agissait plus d'une simple coïncidence. Et ce n'était que le début. En 2003, Marshall Faulk, alors joueur vedette des Rams de Saint-Louis, a fait la couverture. Il avait été une machine à touchdown, un joueur qui semblait indestructible. Mais cette année-là, il a été assailli par des blessures au genou qui ont drastiquement ralenti son élan et, finalement, mis un terme prématuré à son règne dominant dans la ligue. Les joueurs, les entraîneurs et les fans ont commencé à regarder la couverture de Madden avec méfiance, se demandant qui serait le prochain à subir le courroux de la malédiction. Un des cas les plus célèbres reste celui de Michael Vick, qui est apparu sur la couverture de Madden 2004. Vick était une superstar électrique, un quarterback avec des capacités athlétiques phénoménales, capable de changer le cours d'un match en un instant. Mais quelques jours seulement après la sortie du jeu, il s'est cassé la jambe, l'éloignant des terrains pour presque toute la saison. Ce qui a suivi a été encore pire. Quelques années plus tard, il a été impliqué dans un scandale de combat de chiens, ce qui a entraîné sa suspension de la NFL et une peine de prison. À ce stade, la malédiction de Madden était presque prise pour acquise. Même des joueurs sceptiques ont fini par reconnaître que la série semblait porter un malheur inexplicable. Certains athlètes ont même refusé d'apparaître sur la couverture, craignant les conséquences. En 2012, Peyton Hillis, un running back des Browns de Cleveland, a remporté un vote des fans pour être le visage de Madden 12. À l'époque, il était au sommet de sa carrière, un joueur improbable qui avait connu une ascension fulgurante. Mais après avoir été en couverture, il a subi des blessures, des désaccords contractuels, et sa carrière a plongé dans l'oubli. Bien sûr, certains diront que les blessures font simplement partie de la vie d'un athlète professionnel, surtout dans un sport aussi brutal que le football américain. Mais la malédiction de Madden a continué de hanter la série, année après année, comme une ombre sinistre. Même les joueurs qui n'ont pas été blessés ont connu des revers inexplicables, comme des pertes de performance soudaines ou des moments de malchance qui défiaient la logique. Aujourd'hui, la malédiction de Madden est devenue une légende urbaine à part entière, une source de débats passionnés parmi les amateurs de sport. Les fans continuent d'attendre chaque année pour voir qui sera choisi pour la couverture, et les spéculations commencent instantanément. Même ceux qui ne croient pas aux superstitions ne peuvent s'empêcher de frissonner un peu, en sachant que l'histoire a montré, à maintes reprises, que Madden ne pardonne pas. C'est une rumeur qui persiste, comme une énigme que personne ne peut expliquer, mais que tout le monde craint en silence. GTA V est un jeu connu pour ses aventures intenses, son monde ouvert massif et ses détails minutieux. Mais ce que beaucoup de joueurs ne savent pas, c'est qu'au cœur de Los Santos, il existe une légende effrayante qui a effrayé même les explorateurs virtuels les plus aguerris. Cette histoire, qui s'est rapidement répandue parmi les communautés de joueurs, concerne un fantôme qui hante l'une des zones les plus reculées du jeu, le mont Gordo. Tout a commencé quand des joueurs ont découvert un site sur le flanc du mont Gordo, un sommet montagneux qui surplombe l'océan Pacifique. L'endroit semble calme pendant la journée, baigné de soleil et entouré du bruit apaisant des vagues. Mais à partir de 23 heures dans le jeu, une atmosphère étrange commence à se manifester. Une brume sinistre enveloppe le sommet, et l'air devient lourd, comme si le monde lui-même retenait son souffle. C'est à ce moment-là que le fantôme de Jolene Cranley Evans fait son apparition.
Les joueurs qui se sont aventurés là-bas la nuit racontent qu'en se tenant au bon endroit, ils peuvent voir une silhouette blanche et flottante, une femme transparente vêtue d'une robe qui se soulève doucement sous le vent spectral. Le visage de Jolene est figé dans une expression d'horreur, c'est très figé comme si elle avait vu quelque chose de terrifiant juste avant de mourir. Mais ce qui rend l'expérience encore plus perturbante, c'est que, même si vous vous approchez, le fantôme ne disparaît pas immédiatement. Il reste là, observant, comme si ses yeux morts suivaient vos moindres mouvements. Jolene Cranley-Evans n'est pas un simple ajout pour faire peur. Les joueurs curieux qui ont enquêté sur son histoire ont découvert une tragédie ancrée dans le monde de GTA-V. Selon les journaux et les articles que l'on peut trouver dans le jeu, Jolene était mariée à un homme nommé Jock Cranley, un aspirant acteur qui rêvait de faire carrière à Los Santos. Mais Jolene, attachée à leur maison de campagne près du Mont Gordo, ne voulait pas déménager. La légende dit que, dans un moment de colère et de désespoir, Jock aurait poussé Jolene du sommet du Mont Gordo, la tuant sur le coup. Même si Jock a été disculpé par manque de preuves, beaucoup ont cru qu'il était coupable. Depuis, Jolene hante l'endroit où elle a perdu la vie, et des joueurs racontent avoir entendu des gémissements étouffés, des cris lointains portés par le vent, ou même des bruits de pas derrière eux, sans que personne ne soit présent. Certains prétendent même avoir vu des inscriptions ensanglantées sur des rochers proches, avec des mots comme « il m'a tué », bien que ces signes disparaissent quand on essaie de les photographier ou de les enregistrer. Un joueur nommé Alex a partagé une expérience particulièrement troublante sur un forum de jeu. Une nuit, après avoir entendu parler du fantôme, il a décidé de l'affronter par lui-même. Il a grimpé le mont Gordo, la lune virtuelle projetant de longues ombres sinistres sur son chemin. Lorsqu'il est arrivé au sommet, il a vu le fantôme de Jolene, immobile et flottant, ses yeux sans vie semblant fixer l'horizon. Mais cette fois, quelque chose de différent s'est produit. Le personnage d'Alex a brusquement reculé, comme si une force invisible l'avait poussé, et son écran s'est figé pendant une seconde terrifiante. Quand l'image s'est rétablie, le fantôme avait disparu, mais le son d'un cri perçant résonnait encore dans ses écouteurs. Alex jure que, depuis cet incident, sa console se comporte bizarrement. Parfois, en plein jour dans le jeu, il entend des chuchotements qui n'appartiennent à aucun des PNJ. D'autres joueurs disent avoir ressenti une sensation glacée lorsqu'ils se tiennent au sommet du mont Gordo, même lorsqu'ils sont loin de leur écran, comme si le fantôme de Jolene les atteignait, même à travers la réalité. Cette légende a transformé le mont Gordo en un lieu de pèlerinage pour les chasseurs de fantômes virtuels, mais beaucoup affirment que, même s'ils ont vu le spectre, ils ne reviennent jamais. Car si Jolene semble piégée dans le jeu, son désespoir est plus réel que ce que l'on pourrait croire, un rappel constant que même dans un monde numérique, certaines tragédies refusent de disparaître. Dans les années 1980, un jeu mystérieux nommé Kill Switch a fait son apparition, développé par une société obscure appelée Carvina Corporation. Le jeu n'a jamais été distribué à grande échelle. Seules 5000 copies auraient été produites, et elles ont été vendues sans publicité, se propageant comme un murmure secret parmi les amateurs de jeux d'horreur. Ce qui rendait Kill Switch particulièrement troublant, c'est que le jeu était conçu pour s'autodétruire. Une fois terminé, il s'effaçait entièrement de la disquette, laissant le joueur sans aucune preuve tangible de son existence, comme un rêve cauchemardesque qui s'évapore à l'aube. L'histoire de Kill Switch se déroule dans un complexe industriel souterrain. Le joueur avait le choix entre deux personnages, Porto, une jeune femme humaine, ou Gast, une entité invisible faite de fumée. Porto devait naviguer dans des couloirs sombres, résoudre des énigmes, et échapper à des démons mécaniques qui patrouillaient dans les couloirs. Le gameplay était oppressant, les graphismes pixelisés baignant dans une palette de gris et de rouge sang, renforçant le sentiment de claustrophobie et de désespoir. Gast, de son côté, était beaucoup plus difficile à contrôler, étant invisible même pour le joueur, ce qui rendait sa campagne presque impossible. Des joueurs ont rapporté que, même sans fin, le jeu laissait un impact durable. Ceux qui s'aventuraient trop profondément dans le monde de Kill Switch parlaient de cauchemars récurrents, de visages pâles et sans yeux qui semblaient les observer dans l'obscurité. Une histoire particulièrement effrayante est celle d'un joueur nommé Robert Carmen, un étudiant qui avait trouvé une copie de Kill Switch lors d'une vente de garage. Il a raconté que, dès qu'il a inséré la disquette dans son ordinateur, la pièce où il jouait semblait devenir plus froide,
comme si une brise glacée passait par une fenêtre invisible. Robert s'est plongé dans le jeu, fasciné par l'atmosphère et les énigmes oppressantes. Mais plus il progressait, plus il ressentait une étrange sensation de malaise, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait par-dessus son épaule. Un soir, alors qu'il jouait tard, il a entendu un grincement venant de sa porte. Il s'est levé pour vérifier, mais il n'y avait rien, seulement le silence lourd de la nuit. De retour à son siège, il a remarqué que Porto, son personnage, s'était figé à l'écran, comme si le jeu avait pris conscience de son absence. Puis, soudain, un message s'est affiché, « Tu ne devrais pas être ici ». Paniqué, Robert a éteint son ordinateur, mais le message semblait avoir brûlé dans son esprit. Il a juré que, même en fermant les yeux pour dormir, il pouvait voir les mots clignoter, comme s'il dansait dans l'obscurité de sa chambre. Pourtant, son obsession pour le jeu ne faisait que grandir. Chaque jour, il retournait dans le monde de Killswitch, déterminé à finir la quête de Porto, même si cela le consumait. Lorsqu'il a finalement atteint ce qu'il pensait être la fin, l'écran s'est obscurci, et le jeu s'est fermé. Lorsqu'il a tenté de le relancer, il n'y avait plus rien, seulement un fichier corrompu qui ne contenait plus aucune donnée. Robert a raconté cette expérience à ses amis, mais peu de gens le croyaient. Certains pensaient qu'il inventait ou qu'il exagérait les effets du jeu. Pourtant, après avoir terminé Killswitch, sa santé mentale a commencé à se détériorer. Il se plaignait de migraines violentes, de murmures qui semblaient provenir de l'intérieur de ses murs, et d'un sentiment écrasant de ne jamais être seul. Un jour, il a complètement disparu, ne laissant derrière lui que des écrits désordonnés et des croquis de ce qu'il décrivait comme les ombres de Porto, des créatures tordues aux yeux sans fond. Avec le temps, Killswitch est devenu une légende, une relique de l'époque des jeux sur disquette que peu de gens ont réellement vu de leurs propres yeux. En 2005, un collectionneur anonyme a prétendu avoir trouvé une copie encore intacte et a annoncé qu'il la jouerait en direct pour prouver que le jeu existait. Mais, peu avant le début de sa retransmission, il a annulé l'événement sans explication. Certains disent qu'il a été terrifié par ce qu'il a vu, d'autres pensent que le jeu l'a pris, lui aussi, comme il l'a fait avec tant d'autres avant lui. Personne ne sait vraiment ce qu'était Killswitch, une œuvre d'art numérique complexe, un simple jeu maudit, ou peut-être une fenêtre vers quelque chose d'inexplicable. Mais une chose est certaine, ceux qui y ont joué ne peuvent jamais oublier l'obscurité qui semblait les suivre, même longtemps après que le jeu s'était effacé de leur vie. Pour ceux qui connaissent la série Persona, Persona 3 est un chef-d'œuvre sombre et introspectif, où les joueurs naviguent entre la vie d'un lycéen ordinaire et celle d'un combattant des ombres, explorant une tour surnaturelle appelée Tartaru pendant leur cachée, la Dark Hour. Le jeu aborde des thèmes de mort, de perte, et de destin inéluctable, mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il est entouré d'une légende qui effraie même les fans les plus dévoués. Tout a commencé avec un étudiant en psychologie nommé Liam, qui avait acheté une copie d'occasion de Persona 3 dans une boutique de jeux rétro. Le vendeur lui avait souri étrangement en lui remettant le jeu, ajoutant en plaisantant « J'espère que vous êtes prêt à affronter vos démons ». Liam n'y a pas prêté attention, croyant qu'il s'agissait simplement d'une blague liée à la réputation du jeu. Mais une fois rentré chez lui, il allait découvrir que ce n'était peut-être pas qu'une plaisanterie. Il a inséré le disque dans sa PlayStation 2, prêt à s'immerger dans l'histoire profonde et mystérieuse du jeu. Tout a commencé normalement, avec le protagoniste arrivant dans la ville de Iwatode, et les événements surnaturels de la Dark Hour se déroulant. Mais au bout de quelques heures de jeu, des choses étranges ont commencé à se produire. La bande-son du jeu, habituellement envoûtante, se déformait occasionnellement, avec des notes aiguës qui faisaient mal aux oreilles, comme un grincement sinistre. Puis, un soir, alors qu'il explorait le Tartaru, la tour de l'enfer peuplée de créatures démoniaques, Liam a remarqué que son personnage ne répondait plus aux commandes correctement. À l'écran, l'ombre de son personnage semblait se déplacer toute seule, et les autres membres de l'équipe ne suivaient plus ses ordres. L'un des personnages, Akiko, a soudain brisé le 4e mur en regardant directement la caméra. Ses yeux étaient vides, et il a murmuré « Tu ne devrais pas être ici ». Liam a éteint la console, le cœur battant, se convainquant qu'il s'agissait simplement d'un bug. Mais les phénomènes n'ont pas cessé. Au fur et à mesure qu'il jouait,
des lignes de dialogue apparaissaient qui ne faisaient pas partie du script original. Les personnages semblaient devenir conscients de l'existence de Liam, lui parlant directement et lui posant des questions sur sa vie réelle. Yukari, une des héroïnes du jeu, lui a demandé un jour « As-tu déjà pensé à ce que ce serait de ne plus exister ?» La question, froide et inattendue, l'a frappé de plein fouet. Il a commencé à se demander si ce jeu n'était pas plus qu'une simple simulation. Les cauchemars ont commencé peu après. Liam rêvait de Tartaru, cette tour qui s'étend à l'infini, remplie de couloirs sans fin et d'ombres qui le poursuivaient. Dans ses rêves, il entendait une voix répétitive, un chuchotement, « Viens nous rejoindre. Rejoins leur cachot. » Chaque nuit, le rêve devenait plus intense, et il se réveillait en sueur, le sentiment de suffocation persistant longtemps après son réveil. Un matin, il a remarqué des symboles dessinés à la craie noire sur son miroir, des signes similaires à ceux que l'on voit dans le jeu lors des rituels de l'invocation des personas. Liam, de plus en plus paranoïaque, a cherché des informations sur sa copie du jeu et a découvert des forums où d'autres personnes racontaient des histoires similaires. Un joueur affirmait avoir entendu des voix venir de sa télévision la nuit, même quand la console était éteinte. Un autre avait vu des ombres se mouvoir dans sa chambre, comme si quelque chose l'observait depuis le monde virtuel. Tous les témoins semblaient frappés d'une obsession croissante, comme si le jeu exerçait une emprise sur leur esprit. Un soir, déterminé à en finir, Liam a décidé de jouer une dernière fois. Mais cette fois, quelque chose était différent. Au cours d'une scène cinématique, Igor, le maître de la Velvet Room, l'a regardé avec ses grands yeux jaunes et a dit « Tu as franchi des frontières qui ne devraient pas être franchies. » Puis, un message rouge est apparu, le destin est inéluctable. La console a surchauffé, dégageant une odeur de plastique brûlé, et l'écran est devenu noir. Depuis cet incident, Liam n'a plus touché à sa PlayStation 2. Il a rangé la copie de Persona 3 dans un placard, mais il ne peut échapper à la sensation que quelque chose l'observe encore. Parfois, la nuit, il entend ce même murmure provenant des ombres de sa chambre, une voix qui l'invitait, encore et encore, à rejoindre leur cachot. Des amis lui ont conseillé de se débarrasser du jeu, mais il hésite, craignant que le simple fait de s'en séparer ne libère quelque chose de pire. Pour beaucoup, Persona 3 reste un jeu culte qui explore la psychologie et le destin. Mais pour ceux qui ont entendu parler de la malédiction, il est plus qu'un simple jeu, une porte vers une obsession qui ronge l'esprit, laissant des traces bien au-delà de l'écran. Clara, une grande fan de Animal Crossing, a attendu avec impatience la sortie de Animal Crossing New Horizons sur la Nintendo Switch. Elle se souvenait encore de ses heures passées sur les versions précédentes, construisant son petit monde parfait, entouré de voisins adorables et de paysages idylliques. Quand elle a enfin mis la main sur le jeu, elle n'a pas perdu de temps et a plongé dans la douce routine de récolter des ressources, décorer son île, et interagir avec ses habitants animaliers. Au début, tout semblait comme elle l'avait espéré. Les couleurs vives, les sons apaisants des vagues et des grillons, la camaraderie des villageois, tout était parfait. Mais un soir, alors qu'elle jouait seule chez elle, quelque chose d'étrange s'est produit. Alors qu'elle explorait un coin reculé de son île, elle a trouvé une zone qu'elle ne se souvenait pas avoir aménagée. C'était une clairière étrange, avec une vieille cabane en bois, ses planches usées par le temps. La cabane n'était pas marquée sur la carte de l'île, et aucun des guides du jeu ne mentionnait un tel endroit. Intriguée, Clara a approché son personnage de la cabane, et une option de dialogue est apparue, « Voulez-vous entrer ?» Elle a cliqué, et l'écran est devenu noir. Lorsqu'il s'est éclairci, l'intérieur de la cabane était sombre, faiblement éclairé par une seule bougie. Des objets anciens étaient éparpillés, des chaises cassées, des livres poussiéreux, et des photographies en noir et blanc de visages humains, quelque chose qui n'avait jamais existé dans le monde d'Animal Crossing. Un frisson a parcouru son dos, mais elle a continué à explorer. Une fois à l'intérieur, Clara a remarqué qu'il y avait un personnage inhabituel dans la pièce. C'était un habitant animal, mais son design semblait plus réaliste, presque troublant. C'était un chat noir avec des yeux blancs sans pupilles, qui la regardait sans bouger. Lorsque Clara a interagi avec lui, le chat n'a rien dit de joyeux ou de mignon. À la place, un message inquiétant est apparu.
ils savent que tu es ici. » Avant qu'elle ne puisse réagir, l'écran a clignoté, et son personnage a été expulsé de la cabane, comme si le jeu lui-même la rejetait. Clara a pensé que c'était peut-être un easter egg ou une fonctionnalité cachée. Mais dès le lendemain, l'ambiance de son île avait changé. Les arbres semblaient plus sombres, et la musique de fond, qui était normalement joyeuse, sonnait distordue, avec des notes discordantes qui résonnaient comme des soupirs. Lorsqu'elle a essayé de parler à ses autres villageois, leurs yeux semblaient un peu plus vides, et leurs phrases n'étaient plus les mêmes. Un de ses villageois préférés, Rosie, la chatte bleue, lui a dit « Tout finit par revenir, même toi. » Clara, bouleversée, a arrêté de jouer. Mais sa curiosité l'a finalement poussée à relancer le jeu. Cette fois, lorsqu'elle est retournée dans la clairière, la cabane avait disparu, mais un nouveau détail troublant était apparu, une série de pierres tombales, chacune portant un nom. Certains des noms étaient ceux de ses anciens villageois, ceux qui avaient quitté son île. L'une des pierres tombales portait même son propre nom, Clara, gravé dessus. Elle a quitté le jeu, les mains tremblantes, et a éteint sa console. Cette nuit-là, elle a rêvé de l'île, mais c'était une version déformée, baignée de brouillard, où les ombres semblaient danser parmi les arbres. Le chat noir était là, l'attendant, et ses yeux blancs luisants semblaient la suivre. « Tu ne peux jamais vraiment partir, » disait-il dans le rêve, avec une voix qui résonnait, presque humaine. Elle s'est réveillée en sursaut, le cœur battant. Le lendemain, Clara a décidé de supprimer sa sauvegarde et de recommencer, pensant que cela effacerait tout. Mais même dans sa nouvelle partie, le chat noir est réapparu, parfois caché à la lisière des arbres, ou observant depuis les falaises. Certains de ses amis qui ont entendu son histoire ont commencé à plaisanter, disant qu'elle avait découvert une copie maudite du jeu. Mais pour Clara, ce n'était pas une blague. Elle ressentait une présence constante, même lorsqu'elle ne jouait pas, comme si quelque chose de son île avait franchi la frontière entre le virtuel et le réel. Depuis, elle a arrêté de jouer à Animal Crossing, New Horizons, mais elle n'a jamais vendu sa copie. De temps en temps, elle reçoit des notifications sur sa Nintendo Switch, lui rappelant qu'elle n'est pas revenue sur l'île depuis longtemps. Parfois, elle croit entendre la douce musique d'Animal Crossing en fond sonore, même lorsque la console est éteinte. Et dans son esprit, elle sait que l'île, avec ses secrets et ses ombres, l'attend toujours, prête à la recevoir à nouveau, si jamais elle ose revenir. L'histoire de Sad Satan est devenue l'une des plus sombres et des plus troublantes légendes du monde des jeux vidéo. Elle commence avec un YouTuber connu sous le pseudonyme de Obscure Horror Corner, qui avait pour habitude de partager des vidéos de jeux d'horreur méconnus et effrayants. En 2015, il a publié une série de vidéos qui présentait un jeu prétendument téléchargé depuis le dark web. Le nom de ce jeu, Sad Satan. Dès les premières minutes, Sad Satan se distinguait de tout ce que les joueurs avaient vu auparavant. Le jeu se déroulait dans un environnement noir et blanc, avec des couloirs oppressants et des sons discordants qui semblaient gratter les tympans. Les images qui apparaissaient étaient dérangeantes, des photographies distordues de personnages célèbres, des séquences subliminales d'enfants pleurant, et des bruits angoissants qui semblaient provenir d'un cauchemar profond. La musique de fond était une cacophonie de bourdonnements, de murmures incompréhensibles, et de cris lointains qui résonnaient comme des échos fantomatiques. Ce qui rendait le jeu encore plus troublant, c'étaient les messages cryptiques qui apparaissaient de manière aléatoire. Des phrases comme « Tu ne devrais pas être ici »,« Il est trop tard » s'affichaient en lettres tremblantes, comme si une entité invisible essayait de communiquer avec le joueur. Mais le plus inquiétant était que certaines séquences du jeu étaient accompagnées d'images graphiques, suggérant des scènes de violence et de désespoir qui laissaient les spectateurs mal à l'aise. L'ambiance générale était oppressante, comme si chaque couloir menait à quelque chose de profondément sinistre. Obscure Horror Corner a raconté qu'il se sentait de plus en plus mal à l'aise à chaque fois qu'il lançait le jeu. Il disait que la simple vue du menu de démarrage lui donnait des frissons, comme si une présence le scrutait de l'autre côté de l'écran. Il a expliqué que, contrairement aux jeux habituels, Sad Satan ne semblait pas avoir de but clair ni de fin logique. Au lieu de cela, il plongeait les joueurs dans une spirale de sons et d'images perturbantes qui semblaient s'infiltrer dans leur subconscient. Rapidement,
la popularité de Sad Satan a explosé et des joueurs curieux ont tenté de trouver une copie de ce jeu insaisissable. Cependant, ceux qui ont réussi à mettre la main sur une version prétendue authentique ont affirmé qu'elle comportait des fichiers cachés contenant des images dérangeantes et même des fichiers audio qui semblaient avoir été enregistrés lors de véritables scènes de détresse. Une rumeur encore plus sinistre s'est répandue, certains fichiers auraient été conçus pour manipuler l'esprit des joueurs, provoquant des hallucinations auditives et visuelles, ainsi que des cauchemars persistants. Un joueur anonyme a partagé son expérience, expliquant que, depuis qu'il avait joué à Sad Satan, il avait développé une sensation étrange d'être observé. La nuit, il entendait des voix chuchoter son nom, et des bruits de pas semblaient émaner de l'étage supérieur de sa maison, même lorsqu'il était seul. Son sommeil était hanté par des rêves de couloirs interminables, les mêmes couloirs qu'il avait traversés dans le jeu, et il se réveillait souvent en sueur, persuadé que quelque chose ou quelqu'un se tenait au pied de son lit. Face à la montée de la peur collective autour de Sad Satan, certains sceptiques ont tenté de démystifier le jeu, affirmant qu'il ne s'agissait que d'une création dérangeante sans réelle malédiction. Cependant, d'autres ont juré que Sad Satan n'était pas un simple jeu, mais un portail vers quelque chose de plus sinistre, une création perverse venue des profondeurs du dark web, où l'on ne sait jamais vraiment ce que l'on va trouver. Aujourd'hui encore, Sad Satan demeure un mystère. Le jeu a disparu des radars, et personne ne sait vraiment qui l'a créé ni pourquoi. Mais pour ceux qui y ont joué, la peur reste palpable. Il raconte que même après avoir désinstallé le jeu, le sentiment de malaise persiste, comme si quelque chose avait franchi la barrière de l'écran, laissant une trace invisible mais indélébile dans leur vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.